Eh bien, on va pouvoir du coup enchaîner avec une première table ronde sur les enjeux effectivement de transformation digitale, mais cette fois en regardant vraiment comment la transformation digitale est au service de la croissance. Et donc, j'accueille sur scène Fabrice Loire et Romain Pierron. Olivier? Bon, je voulais passer mes slides, c'est pas grave. Bonjour messieurs, bienvenue. Allez-y, installez-vous, prenez un micro. Fabrice, je t'en prie, tu peux prendre ton micro. Normalement, on avait aussi Pierre-Antoine de la DIRA qui devait être avec nous aujourd'hui, mais il a dû s'excuser. Donc, on va rester tous les trois ensemble sur scène. Pareil, hein, évidemment, si vous avez des questions tout au long de la conférence, vous pouvez les poser, je les prendrai en temps réel. Et puis, si besoin, on les prendra aussi à la fin, sans problème. Il reste des places ici devant pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici directement. Ah, voilà du coup mes slides. Parfait, merci beaucoup. Alors messieurs, bonjour, bienvenue du coup à l'embarcadère pour Experience Day. C'est la première fois que vous venez tous les deux. Romain, du coup, toi tu es Sales Manager chez HubSpot, plateforme CRM qui permet d'aligner les équipes vente, marketing, service client autour d'une data unifiée et donc aujourd'hui un des enjeux majeurs de la transformation digitale. Et toi, du coup, Fabrice, tu es donc directeur régional et associé du groupe Référence. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être en deux mots le groupe Référence ? Avec plaisir, bonjour à tous. Le groupe Référence met à disposition des ressources à temps partagé, historiquement des DSI, des directeurs de systèmes d'information, et depuis quelques années maintenant, des DAF, des DRH, des directeurs marketing digitaux, des délégués à la protection des données sur la partie RGPD, des RSSI et des responsables de la fonction RSE aussi dans les entreprises. Donc tout ça auprès de PME ETI, disons allant de 10 millions jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est notre terrain de jeu, et ce sur n'importe quel secteur d'activité. Super intéressant, merci Fabrice. Du coup, j'imagine que en étant au contact des entreprises locales, c'est aussi ce qui m'intéresse. On a beaucoup d'entreprises ici qui sont lyonnaises ou des alentours. Aussi, on a d'autres entreprises qui sont venues. On a des clients qui sont venus d'un petit peu partout. Justement, est-ce que tu observes, alors je ne pense pas qu'il y ait une spécificité régionale par rapport à ces enjeux-là, mais malgré tout, avec ce contact que tu as auprès des entreprises, quelle tendance tu observes sur ces priorités aujourd'hui des PME ETI sur les enjeux de transfo digital ? Alors, pas de spécificité régionale, tu as raison, mais malgré tout, ce que l'on fait ici en région, on le fait finalement de partout en France. Donc on a quand même aussi, sans avoir valeur d'observatoire, une vision assez sectorisée, géographique, un petit peu de ces enjeux-là. Ce que l'on peut dire, c'est que malgré tout, le territoire qu'on connaît tous est quand même plutôt industrialisé. Et c'est le cas, donc on a une vision assez claire aussi sur les enjeux industriels. Aujourd'hui, ce que l'on voit en PME, c'est quand même un véritable vent de transformation digitale, alors qui est déjà engagé depuis un certain temps et principalement depuis le Covid, qui a accéléré aussi un certain nombre de choses. Mais c'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai dans un contexte que l'on connaît tous, contexte de crise. Est-ce qu'on peut parler de crise ou est-ce qu'on peut parler de crise chronique? C'est une vraie question, parce que finalement c'est cyclique et ça n'arrête pas de revenir, que ce soit l'énergie, des vents de guerre à droite à gauche, le Covid en a été une, etc. Dans ce contexte-là, on voit quand même deux écoles importantes. On a des patrons dans la difficulté qui choisissent plutôt de freiner cette transformation digitale, parce que évidemment basée aussi sur un modèle de financement, etc. Et inversement, d'autres patrons eux-mêmes dans la difficulté qui se disent, si on n'appuie pas sur le bouton maintenant, on aura du mal à repartir quand ça va repartir. Donc voilà, on vit vraiment ces deux situations aujourd'hui dans le territoire, et voilà un petit peu ce qui nous porte aujourd'hui. Question pour toi, Romain. Du coup, j'imagine que là, ça fait maintenant 5 ans, c'est ça, que tu es chez HubSpot, donc tu as eu l'occasion d'échanger avec énormément d'entreprises, de directions. Comment aujourd'hui, en fait, l'évolution notamment des attentes des clients de ces entreprises et l'impact du digital que peut avoir cette transformation impose aux entreprises un petit peu de repenser leur approche marketing, vente, service client. Est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des choses que tu observes, toi, sur le terrain, là, dans le concret ? Oui, tout à fait. Je pense que déjà, il est plutôt clair et acté que depuis quelques années, on vit une révolution des attentes clients, de l'expérience client.
On le vit tous, on est tous drivés en fait par certains mastodontes qui ont créé de nouveaux standards et de nouvelles habitudes dans notre quotidien. Je parle de mastodontes comme Amazon sur le e-commerce, je pense à d'autres mastodontes sur les réseaux sociaux qui créent aussi d'autres habitudes. Les avis clients qui sont aussi arrivés ces 10 dernières années, et je pense qu'aujourd'hui, quand on réserve un hôtel, quand on achète un produit, on passe tous par ce type d'habitudes et de nouveaux usages qui n'existaient pas il y a quelques années. Nous, effectivement, ce qu'on remarque, alors c'est une question assez complexe, oui, et on pourrait y passer des heures, mais si on essaie de simplifier un petit peu la démarche et de vous partager un petit peu notre expérience de ce qu'on remarque, il y a deux grandes tendances qui se dégagent dans ces évolutions. La première, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, on remarque que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, les consommateurs ont cette envie d'accéder à l'information, de pouvoir comparer par eux-mêmes, sans forcément d'interaction, en tous les cas dans un premier temps. Donc ils attendent à avoir tout un tas d'informations en amont. Je parlais d'avis client tout à l'heure, c'est un exemple dans ce cas-là. La deuxième tendance qui se dégage aussi, c'est au niveau de l'exigence. Aujourd'hui, je pense que tout à chacun, encore une fois dans le B2C ou dans le B2B, lorsqu'il y a une interaction, ils attendent que cette interaction soit simple, fluide et complètement personnalisée. Dans cette nouvelle réalité, ça impose des grands changements évidemment au niveau des entreprises. Je dirais que la première sur l'autonomie, c'est d'apporter du self-service. Est-ce qu'au niveau de mon entreprise, j'apporte du contenu au travers d'un parcours digitalisé qui permet à mes prospects d'obtenir l'information qu'ils souhaitent en toute autonomie. La deuxième, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je crois, et Patrice l'a touché du doigt, c'est au niveau de la base de données, qui nous permet aujourd'hui, grâce à cette base de données, unifiée dans l'idéal, nous permet d'avoir une meilleure compréhension de nos clients et qui nous permet du coup de mieux personnaliser nos approches. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands axes majeurs. Et puis plus récemment, vous l'avez vu, l'IA est un énorme catalyseur et un vecteur d'amélioration de cette expérience. C'est plus un gadget. L'IA, en tous les cas, je le pense sincèrement, c'est quelque chose qui peut nous permettre vraiment d'améliorer l'efficience et la productivité des équipes, d'améliorer la réactivité de nos réponses à nos prospects et aussi la personnalisation à grande échelle. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Et aussi, si je peux ajouter, c'est que on considère aujourd'hui la capacité d'offrir cette expérience comme un avantage compétitif sur le marché. Ça l'est encore. Mais les choses vont vite, on en parlait tout à l'heure aussi avec Patrice, et c'est quelque chose qui est en train de devenir un nouveau standard. Donc je dirais que aussi l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est que l'inaction finalement sur ces sujets va demain plus être quelque chose qui va être un avantage compétitif dans un sens, mais dans l'autre sens en fait finalement un gap concurrentiel important. Super intéressant. Du coup, Fabrice, j'imagine que toi, avec ta vision plutôt sur les enjeux SI, DSI, il y a beaucoup de DSI ici dans cette salle qui sont venus aujourd'hui, qui travaillent de plus en plus étroitement avec les équipes métiers. Justement, comment ce rôle a évolué aujourd'hui? On le perçoit vraiment comme un rôle moteur et acteur de cette transformation digitale. Il est plus lui forcément qui fait le support, mais qui est devenu vraiment le partenaire stratégique des entreprises? Ouais, c'est très clair pour nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit chez la majeure partie de nos clients. Et je pense qu'effectivement, les DSI de la salle le voient aussi. On a eu historiquement, et principalement dans les PME évidemment, mais des DSI plutôt pilotés par la finance, pilotés par le DAF même pour le dire plus précisément, et des DSI qui sortent un petit peu de ce carcan pour justement monter au niveau du comité de direction et donc prendre effectivement un rôle back-office, enfin plus un rôle back-office, mais un rôle véritablement stratégique, effectivement. Aujourd'hui, et quelques exemples concrets, on a beaucoup de structures qui répondent à des appels d'offres industriels, etc., pour vendre du produit ou du service, et qui, dans le cadre de ces appels d'offres, sont assujettis à répondre à des questionnaires extrêmement importants, lourds, autour de la cybersécurité, par exemple. Donc, sans ça, on ne passe plus les portes de certains appels d'offres. Donc effectivement, les DSI sont devenus finalement relativement stratégiques et doivent s'impliquer pleinement dans ces stratégies d'entreprise. C'est, je pense,
poussé encore une fois par, j'en ai parlé précédemment, mais le vent qu'a apporté aussi le Covid et cette nécessité de se digitaliser pour permettre aux collaborateurs d'accéder à des services et également aux clients par la même, a amené de toute façon les DSI sur un positionnement totalement différent de celui qui était jusqu'alors. Et c'était vrai, et Patrice l'a bien exposé dans les grands groupes, en tout cas dans les entreprises de taille importante, c'est maintenant une vérité absolue dans les PME. Question un petit peu ouverte pour tous les deux. Alors, on a parlé déjà avec Patrice énormément de choses, et là, vous venez aussi d'évoquer des éléments importants. Selon vous, c'est quoi aujourd'hui les facteurs clés de succès des entreprises qui réussissent leur transformation digitale? Peut-être toi, Romain, en premier. Est-ce qu'il y a des choses que tu observes qui sont un peu des éléments déclencheurs? Est-ce que c'est parfois des équipes, des directions qui sont investies, par exemple? Je ne sais pas. Oui, effectivement, Patrice a donné quelques beaux conseils tout à l'heure dans le partage de son expérience. Globalement, il y a 3 patterns que je peux vous partager aujourd'hui de notre expérience chez HubSpot sur ces projets qui réussissent. La première, c'est une vision claire et un sponsor effectivement au COMEX. Pourquoi? Parce que on va définir pourquoi on le fait, pour qui, comme le disait très justement Patrice. On ne participe pas et on ne mène pas un projet de transformation digitale pour se transformer. On se transforme pour répondre à une exigence de marché, à des attentes de nos clients. On se transforme pour répondre à des exigences de mes actionnaires ou de mon DG qui nous impose un certain rythme de croissance avec des coûts limités. Et donc, je dois augmenter l'efficience et la productivité de nos équipes. Donc vraiment, je pense que déjà, il est extrêmement important d'être très clair sur la vision et d'avoir un COMEX, un comité exécutif, qui soit pleinement engagé dans cette transformation digitale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est la simplicité d'exécution et le time to value. Un bon projet de transformation digitale, et là encore, Patrice aussi en parlait un petit peu dans son partage d'expérience, c'est pas un projet qui va cocher toutes les cases, mais c'est un projet qui va être exécutable et qui va vous permettre d'avancer et générer de la valeur dans le temps qui vous correspond et donc probablement à court terme, bien sûr, et toujours dans cet esprit que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Donc je ne vais pas chercher forcément à cocher toutes les cases day one. Et puis le dernier, c'est aussi cette culture, culture du test and learn, culture du développement continu. On se met à risque, évidemment, si on cherche à cocher toutes ces cases, alors que si on essaie d'y aller par étapes et qu'on est vraiment dans cette culture d'entreprise apprenante, on va être en capacité vraiment de s'adapter à ce qu'on va trouver sur le marché. On doit continuer à innover aujourd'hui, demain et dans 10 ans, et on va devoir s'adapter par rapport à ça. Donc c'est vraiment les 3 patterns que j'observe. Et aussi, cette question me fait penser que finalement, les entreprises qui échouent ne sont pas celles qui font des erreurs dans leur projet de transformation digitale. Pour moi, et c'est un sentiment personnel que je vous partage ici, pour moi, les entreprises qui échouent sont les entreprises qui ne font rien. Et quand je pense à ça, je pense à des entreprises qui... on en a plein des exemples comme ça, des entreprises qui étaient leaders par l'innovation sur leur marché et qui ont disparu de la circulation parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas bien adaptés. Je pense à des Kodak, par exemple, si je dois citer des logos qui va parler à tout le monde, qui était un leader par l'innovation sur son marché et qui a complètement loupé sa transformation digitale. Ça, c'est une entreprise qui malheureusement a échoué. Ce ne sont pas les entreprises qui malheureusement ont fait quelques erreurs dans leur transformation digitale. Fabrice, justement, toi, qu'est-ce qui résonne en toi dans ces facteurs clés de succès avec ta vision? Romain a parlé d'alignement stratégique et je pense qu'effectivement c'est le point clé. Considérant malgré tout que l'alignement stratégique, c'est pas une photo à l'instant T, c'est quand même quelque chose de continu et de perpétuel, considérant que les carnets de commandes sont quand même de plus en plus court-termistes. Finalement, on a une vision assez peu avancée de ce vers quoi tendent les PME ETI. Est-ce qu'on doit racheter le site de Bretagne? Est-ce qu'on doit vendre la filiale d'Autriche, etc. Toutes ces choses-là sont des sujets du quotidien pour lesquels la DSI doit être extrêmement impliquée et sans cesse impliquée dans ces informations, et le maximum d'informations permet justement de digérer beaucoup mieux ce principe d'alignement stratégique. Alignement stratégique dans le sens où c'est bel et bien de là qu'il va falloir partir en termes de réflexion pour appréhender ensuite les métiers, pour appréhender ensuite les processus de l'entreprise, pour appréhender ensuite les outils qui doivent porter ces processus, et seulement après
pour appréhender les infrastructures qui doivent porter ces outils. C'est exclusivement dans ce sens qu'il faut travailler, c'est dans ce sens qu'il faut avoir la vision, et c'est la seule qui permette à la fois, encore une fois, de s'aligner en permanence sur ce que vise l'entreprise dans les temps, les mois à venir, mais aussi et surtout de faire des choix rationnels, tant en matière de besoins, mais surtout en matière de financement aussi. C'est important de se dire, est-ce que j'ai pas un mastodonte sous les doigts en termes d'infrastructure pour gérer finalement 3 pauvres outils qui traînent à droite à gauche. Et donc la DSI doit sans cesse se poser ces questions-là de rationalité pour coller, encore une fois, à des nécessités budgétaires qui sont de plus en plus réduites pour les entreprises. Ça, pour moi, c'est le point essentiel, vraiment cet alignement stratégique permanent. Et le deuxième point, je pense qu'il n'y a pas de transformation sans pilotage, certes, mais aussi sans mesure. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir poser des moyens de contrôle, des moyens mesurables de contrôle pour en permanence savoir si nous-mêmes, en tant que DSI, on est aligné effectivement sur le plan de route que l'on avait acté, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser directement à nos intervenants. Si on rentre là dans le côté beaucoup plus encore concret au sein des entreprises, vous l'avez évoqué tous les deux, on l'a évoqué aussi avec Patrice. Romain, aujourd'hui, j'imagine que aussi tu es confronté à ça dans les échanges que tu as avec les entreprises. Les contraintes budgétaires sont extrêmement fortes. Pour autant, tu l'as dit aussi, on attend des équipes qu'elles soient toujours en croissance. Comment on peut aujourd'hui prioriser ces investissements digitaux, comment on peut réussir à avoir le meilleur ROI possible? Est-ce que la notion, tout à l'heure tu évoquais le test and learn, est-ce que c'est une approche? Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, c'est une bonne question. Déjà, par rapport à ce sujet budget et financement, c'est important aussi de se rappeler qu'encore une fois, il y a une dizaine d'années, le projet de transformation digitale, les outils technologiques étaient malheureusement inaccessibles pour beaucoup de TI, oui. Puisque c'est des projets qui coûtaient des millions, c'est des projets qui demandaient des années de développement et énormément de ressources. Aujourd'hui, avec l'avènement et le développement du SaaS, Software as a Service, la technologie est devenue un petit peu plus accessible. Alors, ça nécessite encore des budgets, évidemment, mais on parle de dizaines de milliers d'euros, on ne parle plus de millions. On parle de semaines ou de mois, on ne parle plus d'années. Donc je pense que ça, c'est important aussi à avoir à l'esprit. Si on remet aussi en perspective ce qu'on se disait préalablement, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait, pourquoi on se transforme digitalement. Si en fait, il n'y a aucune raison, on ne va pas le faire. Et je ne recommanderais à aucune entreprise de le faire d'ailleurs, s'il n'y a aucun but recherché, aucune valeur recherchée qui est attendue par ce projet. Donc je pense que ce qui est important, c'est de toujours se demander, OK, pourquoi je vais faire ce projet de transformation digitale? Qu'est-ce que c'est censé apporter à notre entreprise, à nos collaborateurs, à nos clients? Et in fine, ce n'est pas qu'une question d'expérience, soit utilisateur interne ou d'expérience client. In fine, ça a des impacts très très concrets, tangibles sur vos indicateurs. Productivité, efficience des collaborateurs, je vais pouvoir faire 50% de croissance avec les mêmes effectifs ou avec seulement 10% d'employés supplémentaires, pas en doublant mes effectifs. Mes taux de conversion dans mes parcours digitaux, la qualité des prospects identifiés, les taux de conversion de mes opportunités, etc., etc. Ça a de vrais impacts. Donc, je pense qu'il faut raisonner ce type de projet comme n'importe quel type de projet, c'est-à-dire avec du ROI. Qu'est-ce que c'est censé m'apporter? Et aussi peut-être, on en parlait un petit peu, l'inaction. Mettre aussi en perspective, OK, ce projet de transformation digitale, pour m'apporter X, Y, Z, va me coûter tant. Mais si je ne fais rien, qu'est-ce que ça impacte? Quelle part de marché je vais perdre? Quelle décroissance? Quel risque je vais prendre? Quel impact ça va avoir sur la valorisation de mon entreprise? Quel impact ça va avoir sur la rétention de mes collaborateurs? Parce qu'eux aussi ont des standards sur le marché. Surtout la nouvelle génération. Je veux dire, les questions qu'on a en entretien aussi, si je peux vous partager ici, c'est quels outils vous utilisez pour faire ci, pour faire ça, quel process, quelle méthode, parce qu'ils cherchent à aller dans des entreprises qui sont bien organisées, avec les bons outils. Voilà. Et au niveau justement SI, j'imagine que là, les bouleversements autour de l'IA, les enjeux de cybersécurité, etc., imposent aujourd'hui aux entreprises de construire un peu des nouvelles infrastructures. Comment ça se déroule aujourd'hui dans les projets SI des entreprises et aussi au service des équipes métiers? C'est ça aussi qui est important, qui ont des attentes fortes, comme le disait Romain. Très, très clairement, oui. Et je pense qu'en ça, c'est toujours important de bien savoir d'où on part. Finalement, au fond, c'est quoi ma big picture? Où est-ce que j'en suis actuellement? On a
eu tendance à implémenter effectivement, comme vient de le dire Romain, parfois des technos pour de la techno, parfois des outils pour des outils. Important aussi de pouvoir faire une photographie de l'existant et de se reposer un petit peu les bonnes questions de manière relativement régulière. Rediagnostiquer son système d'information me paraît être la base pour réavancer, savoir d'où on part pour savoir où on va, est extrêmement important, et c'est surtout ce qui permet de véritablement rationaliser les choix technologiques à faire. Effectivement, on parle d'IA et on y reviendra prochainement, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de choses. Est-ce que je dois faire du tout cloud? Est-ce que je dois faire du tout SaaS? Est-ce que je dois faire du tout on-premise? Ces questions-là, en réalité, n'ont pas de valeur si elles ne sont pas rattachées à des besoins métiers. Ces besoins métiers permettent véritablement de prioriser aussi les investissements opérés sur des matrices simples qui abordent la notion de risque, qui abordent la notion de valeur ajoutée pour le métier, est-ce que c'est que du confort, et parfois le confort a du bon, enfin toutes ces questions-là il faut savoir se les poser à la lumière effectivement encore une fois des éléments qu'on a sous la main, parce que selon la manière dont est implémenté votre système d'information, les choix, les directions de technologie à aller chercher seront pas les mêmes par rapport à ce que vous avez déjà en place ou pas, qu'est-ce que ça va apporter pour mon métier, etc. Donc je pense que toutes ces questions-là passent effectivement par une photographie précise de l'existant et effectivement la capacité à tracer un plan d'action, lequel bien évidemment est déterminé et partagé avec la direction générale. Ça reste effectivement le point d'impact le plus important, encore une fois à la lumière de ces matrices qui permettent de prendre les bonnes orientations et les bons choix. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit au départ en disant que notamment aujourd'hui on a des Amazon qui ont créé des nouveaux standards, les réseaux sociaux, des grandes entreprises comme ça qui ont finalement aussi poussé la notion d'expérience client au maximum. Évidemment, toutes les entreprises n'ont pas ces moyens, on n'a pas les mêmes technologies en notre possession. Comment on fait pour rivaliser sur ces enjeux aujourd'hui, l'expérience client qui est un élément central, hein, Patrice l'a très très bien mentionné, c'était un enjeu majeur et numéro un au sein du groupe Michelin et dans ses enjeux à lui. Comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en notre possession en tant qu'entreprise, en tant que PME, ETI, pour rivaliser sur ces enjeux-là par rapport aux grands groupes? Ouais. Alors là, je vais vous partager mon point de vue personnel et mon expérience sur ces sujets, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper entre grande entreprise et bonne entreprise. La taille a souvent été par le passé effectivement un avantage compétitif. Aujourd'hui, la taille n'est plus un avantage compétitif selon moi. Bien au contraire, c'est l'agilité qui est un avantage compétitif. Et donc l'agilité est beaucoup plus accessible pour des PME, des ETI, que pour des mastodontes. Je ne connais pas bien le cas Michelin, dont parlait tout à l'heure Patrice, mais j'imagine qu'il a été extrêmement compliqué de mettre en place ce type de projet. Donc je les félicite parce que Michelin, ils sont connus d'ailleurs pour être un des mastodontes sur le marché et d'avoir réussi une transformation digitale assez impressionnante. Mais c'est très dur pour des grands groupes d'apporter cette agilité sur le marché. Donc pour moi aujourd'hui, finalement, la taille n'est plus un avantage compétitif. Au contraire, être petit, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup plus d'agilité et c'est clé dans le cadre d'une transformation digitale, puisque avec la bonne stratégie de transformation digitale, on est plus à même de livrer rapidement, de tester rapidement et de changer, de s'adapter rapidement. Sujet clé dont on parlait tout à l'heure comme facteur clé de succès de ce type de projet. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, il y a énormément d'exemples. Alors là, je vais parler un petit peu du monde start-up et scale-up parce que ça va parler à tout le monde, mais c'est vrai aussi pour les PME et les ETI qui ne sont pas considérés comme des start-up ou des scale-up. Mais regardons par exemple des acteurs comme ManoMano ou Oscaro.com que je connais particulièrement bien. Ce sont des acteurs qui sont arrivés sur un marché établi, extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel. Et ils ont réussi à prendre des parts de marché de leaders sur leur marché en partant de rien et très rapidement. Donc c'est la preuve aujourd'hui, et le monde des startups d'ailleurs en est la preuve vivante, qu'aujourd'hui finalement la taille n'est plus un avantage compétitif, mais c'est l'agilité. Il y a 3 patterns qui ressortent pour moi dans ces réussites. Il y en a 3. La première, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est l'accessibilité à la technologie. Ça n'aurait pas été possible si effectivement ça nécessitait des millions et des années d'investissement. Mais aujourd'hui, la technologie est accessible plus rapidement, à moindre coût, et donc permet à des petites entreprises d'y aller petit à petit. La deuxième, c'est la connaissance client. Quand on regarde un petit peu le succès de ces entreprises, ce sont des entreprises qui connaissent parfaitement leurs clients. Pourquoi ils connaissent parfaitement leurs clients? Alors oui, ils ont une base de données unifiée, bien évidemment,
mais ils ont surtout aussi une capacité de récolter cette donnée de manière intelligente et structurée, notamment au travers du parcours digital. Ça se voit tout de suite, hein. Vous allez sur les sites de ces gens-là ou sur leurs réseaux sociaux, etc. Vous voyez très bien que c'est structuré, c'est millimétré et ils collectent cette donnée. Et derrière, ils la réutilisent pour évidemment personnaliser l'expérience client. Et le troisième, c'est la rapidité d'exécution et cette souplesse. Des gens comme Mano Mano, Oscaro.com, Enco, il y en a plein, hein, Trade Republic, Alan, enfin, il y en a plein dans le monde des startups qui va parler à tout le monde et vous en avez très certainement énormément aussi autour de vous, plus local, hein, évidemment. Mais voilà, c'est la rapidité d'exécution, cette capacité à livrer rapidement, à tester rapidement, à apprendre rapidement et à s'adapter. Si on devait évoquer des conseils, alors c'est toujours difficile comme exercice parce qu'effectivement on peut en avoir nombreux et puis les cas d'entreprise sont divers et variés. Quels conseils on donnerait justement à des acteurs de PME, de TI pour justement commencer de bonne manière en fait cette transformation digitale? Est-ce que toi, Fabrice, tu as peut-être des choses à nous partager par rapport à ça? Bien entendu. J'espère. Je t'ai invité pour ça. Non, merci d'ailleurs, au passage. La réalité, c'est que je pense qu'une transformation digitale, paradoxalement, ne se pense pas par la technologie. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut déjà savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a sous la main, encore une fois. J'abordais tout à l'heure la notion de diagnostic, d'audit, pour comprendre un petit peu déjà le terrain de jeu. Mais une chose à ne pas minimiser, et qui est peut-être même la plus importante pour aller au bout, c'est la culture de l'entreprise. Qui sont mes collaborateurs, comment mes collaborateurs réagissent face au changement et comment est-ce que je les amène à réagir différemment face à ces changements. Est-ce que finalement je dois aller chercher la dernière version de SAP dans une PME de 50 millions? J'ai rien contre SAP, bien au contraire, j'espère que... Et pour prendre le cas d'SAP, on a une boîte que tout le monde connaît comme Jiffy qui plante un projet, qui plante la boutique, justement, alors en partie pour des questions de culture d'entreprise, probablement pour des questions d'analyse de besoins peut-être en amont, et puis de change management plus globalement. Mais tout ça nous amène quand même à se dire que la techno pour la techno n'a pas d'intérêt, en tout cas n'a pas d'intérêt de partout. Qui sont mes forces en présence, comment sont câblés entre guillemets mes collaborateurs, comment est-ce qu'ils sont prêts à appréhender le changement, et en ayant cette vision-là, ça permet aussi d'orienter beaucoup mieux la manière d'appréhender ces projets. Romain parlait de start-up, etc. On a par essence et par définition, peut-être même parfois de manière un petit peu faussée, mais on a une culture de la tech qui est plus avancée peut-être, mais dans certaines PME qui ont 20, 30 ans, pilotées par la même famille, etc., parfois cette culture n'existe pas. On a des boîtes de 20, 30 millions qui sont encore pilotées sur tableau Excel, sans ERP à proprement parler, etc. Donc comment est-ce qu'on les amène effectivement petit à petit? Donc ça implique des méthodes pour les amener à réfléchir différemment, les amener effectivement dans ce change management un petit peu continu, et ça permet déjà de sécuriser un maximum de choses pour ne pas pousser la techno pour la techno. On parlait d'IA, typiquement on a beaucoup de clients qui se posent la question de l'IA, encore une fois dans une vision techno, mais quelque part la vraie question c'est pourquoi l'IA finalement, pourquoi l'IA? Et pour aborder ce type de projet par exemple, on va plutôt démarrer la pyramide par des ateliers d'idéation finalement, sans même réfléchir technologie. Au fond, où est-ce qu'on pourrait gagner du temps? Où est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'information différemment, etc., etc. Et la question, enfin la réponse en bout de chaîne, c'est est-ce que l'IA est adaptée ou pas? Ça peut être un outil de BI, ça peut être, finalement, inutile de réfléchir technologie avant même d'avoir exposé le besoin. Donc ça passe par là. Donc voilà, pour moi, en résumé, c'est culture d'entreprise extrêmement important à bien connaître effectivement son terrain de jeu et bien connaître ses collaborateurs. Et le deuxième point, c'est effectivement éviter cette fuite en avant de la techno pour la techno qui, des fois, n'est pas une bonne réponse à une question qui n'est même pas encore posée. Romain, ton avis, tes conseils à toi? Ouais, bon, on en a déjà quelques-uns de très bons à ma gauche, hein, mais effectivement, si je me mets dans les pieds d'une PME et d'une ETI qui effectivement a moins cette culture du changement, je pense que c'est un bon point, Fabrice, que tu évoques ici. Je pense qu'il est important dans le cadre d'une transformation de générer de la confiance et d'apporter de la souplesse. Donc par rapport à ça, moi je conseillerais de démarrer petit, ou en tous les cas à la hauteur de votre besoin court terme. Sans pour autant ne penser que court terme. Penser long terme et donc penser gros. Et puis enfin, d'évoluer et d'évoluer rapidement.
Donc d'être vraiment dans cette culture de test and learn. Démarrer petit, penser gros, évoluer rapidement. Ça, c'est vraiment un des conseils que je pourrais partager de ma propre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de réflexe? Tu le disais déjà, Fabrice, hein, évidemment, pas démarrer par la tech, mais vraiment penser client ou cas d'usage interne. Si on veut démarrer simple, ok, je vais identifier des points de friction à ma croissance, à ma rétention de collaborateurs, à mes process. Et est-ce qu'un projet de transformation digitale ou de transformation en tout genre pourrait m'accompagner à résoudre ce point de friction? Le deuxième, c'est aussi choisir vos processus et vos outils qui sont les bons pour aujourd'hui, mais qui sont aussi potentiellement les bons pour dans 10 ans. Pardon. Et donc, favoriser une certaine scalabilité des outils et des processus que vous allez choisir, parce que c'est ça qui vous apportera de la souplesse et de l'agilité, le cas échéant. Et puis enfin, c'est clé, hein, tu en parlais aussi, mais c'est important, c'est vraiment mettre en place cette culture apprenante de l'entreprise. Et ça veut dire quoi dans un premier temps? C'est autoriser l'échec en fait. Si on n'autorise pas l'échec et les erreurs, comment voulez-vous que les collaborateurs soient suffisamment en confiance pour tester des choses, innover? Donc ça, c'est à mon sens important. Et puis, si je peux terminer sur un point aussi qui me fait penser cette question, c'est que on en parlait tout à l'heure aussi avec Patrice. La transformation, c'est pas un projet IT, c'est pas un projet métier. C'est en fait un état de perpétuelle agilité et de perpétuel changement. Donc, c'est une opportunité énorme pour des entreprises de taille type ETI ou PME parce qu'on a cette agilité. Mais en même temps, il faut se rappeler aussi que le digital aussi fait que finalement notre concurrent n'est qu'à un clic de souris. Donc c'est à la fois une énorme opportunité pour nous tous et en même temps une terrible menace. Donc c'est assez ambivalent. Super intéressant, merci en tout cas à tous les deux. On a deux questions qui nous ont été posées par le public. En quoi l'aspect digital de la transformation est-il différenciant par rapport aux basiques de l'excellence opérationnelle? Alors je ne sais pas si ça vous parle à tous les deux, et aussi comment développer la culture de l'innovation en entreprise. Peut-être Fabrice, si tu as une réflexion sur une des deux questions. Il y a beaucoup trop de mots dans la première, je vais prendre la deuxième. J'allais faire la même. On la fera à deux. Alors, culture d'innovation, du coup, c'est quoi un peu les enjeux? Et est-ce que la DSI notamment a un rôle important à jouer dans cette culture ou pas du tout? Énorme. Alors, il y a deux choses en réalité. La culture d'innovation est impulsée effectivement probablement en partie par la DSI, en tout cas pour ce qui concerne les sujets tech et IT au sens large. Elle doit malgré tout, et ça c'est pareil, c'est incontournable, elle doit d'une manière ou d'une autre être portée par la direction générale, quel qu'il en soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est forcément impulsé par le haut pour que ça prenne. Et derrière, ça se matérialise comment? Je parlais tout à l'heure d'ateliers d'idéation. C'est énormément de communication aussi, de la part de la DSI vers les collaborateurs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi? Et encore une fois, en faisant fi un petit peu des aspects technologiques, mais qu'est-ce que ça va vous apporter à vous au quotidien? Qu'est-ce que ça va apporter à nos clients? Cette communication doit quasiment être permanente d'une manière ou d'une autre. On parlait historiquement de newsletter, enfin, peu importe le format, mais il doit y avoir effectivement une prise de parole régulière de la DSI sur on est en train de faire ça pour ça. Et encore une fois, vulgariser un maximum pour que ce soit clair et compréhensible. Je vois que les questions arrivent dans tous les sens, c'est génial. Voilà, donc une prise de conscience et vraiment une impulsion de la direction générale, relayée fortement par la DSI, qui encore une fois a un vrai devoir de communication et encore une fois de rentrer dans ce principe un petit peu d'idéation permanente, donc de trouver les moyens par le biais d'ateliers, par le biais de remontées de besoins, que sais-je, d'aider aussi les collaborateurs à avoir des canaux, des chemins pour remonter des besoins et permettre effectivement sans cesse de trouver ces leviers d'innovation. Une question que je trouvais intéressante pour toi, peut-être Romain, sur comment bien choisir un outil avec une vision long terme dans un monde qui évolue sans cesse. Ça, c'est quelque chose effectivement qui revient souvent. Et d'ailleurs, j'ai vu la question a été posée aussi à Patrice, on n'a pas eu le temps de l'apprendre. C'est toujours cette notion entre un monde qui va très vite, des objectifs parfois qui sont courts, moyens, long terme. Comment on s'adapte par rapport à ça, et notamment au niveau des outils? Ouais, excellente question, vaste sujet encore une fois. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une question
à bien analyser effectivement avec l'ensemble des éditeurs que vous allez questionner, rencontrer. Mais bon, je prendrai le sujet par deux portes. La première, c'est l'autonomie. Est-ce que l'outil vous rend autonome d'un point de vue métier, d'un point de vue administration? Si vous êtes autonome, vous êtes agile, c'est souple, vous êtes en capacité de faire des évolutions. Si à chaque fois que vous devez créer un nouveau pipeline de vente, créer une nouvelle propriété, etc., vous devez faire appel à des équipes extrêmement techniques pour pouvoir répondre à ce besoin, effectivement, vous allez peut-être manquer un petit peu d'agilité, de souplesse. Donc, vous allez prendre du retard. Il y a plein de choses que vous allez mettre de côté. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous allez accumuler une dette technique, une dette opérationnelle. Et qui va rendre le changement et l'évolution très compliqué. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est avec qui, en fait, je vais collaborer. Il faut voir ça pas comme une relation fournisseur-client, une relation de partenariat. Est-ce que je vais engager un partenariat avec une entreprise ambitieuse? Est-ce que cette entreprise investit dans l'innovation? Est-ce que cette entreprise... où va cette entreprise? C'est quoi sa vision? Et quelles sont les capacités d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, sur un produit SaaS, c'est extrêmement dur d'offrir un produit qui évolue constamment, qui intègre des nouvelles fonctionnalités de manière quotidienne ou hebdomadaire, et qui, en même temps, assure une certaine maintenance de qualité pour assurer un service à court terme. Ça demande énormément de moyens. Donc ça aussi, j'analyserai peut-être la santé financière de l'entreprise, la vision, etc., avec laquelle je collaborerai. Super. Merci à tous les deux pour votre intervention. Merci au public aussi pour vos questions. On va terminer ici. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, en tout cas, à l'Expérience Day aujourd'hui. Merci de nous réunir.